Ok, donc bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Le son est super pour l'instant. Bon, ok. Je ferai Donc des ça, grands signes comme ça, moi ou Pascaline, s'il y a vraiment un problème. oui. Par contre, je vais peut-être enlever les parce que j'ai qu'un seul écran malheureusement, donc je vais peut-être enlever vos têtes parce que sinon ça me cache Ouais, un petit. ouais. Puis nous aussi, on va enlever les caméras tant que ça Mais sert pas. si jamais il y a un souci, vous m'interrompez. Alors là, on n'a pas de son. Oui. Oui, là, on Et n'entend rien. comment? Ah, ça y est, C'est revenu. c'est Je me revenu. mettre. Ouais, je suis désolée, je suis au bureau, hein, donc si ça marche pas, voilà, donc je suis chimiste de formation. Je travaille à l'ADEME sur ce sujet de la combustion de la biomasse, enfin des émissions de polluants liées à cette combustion depuis bientôt 7 ans. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui. Mon objectif, c'est de vous montrer ce qui est fait au niveau des projets de R&D dans le domaine du chauffage domestique au bois pour faire baisser les émissions polluantes euh, de celui-ci. Et en particulier, je vais vous parler des projets qui sont aidés par l'ADEME. Alors évidemment, cette présentation n'est absolument pas exhaustive, mais elle s'appuie en fait sur la restitution de projets qui ont été présentés lors d'un colloque co-organisé par l'ADEME et le CER, le syndicat des énergies renouvelables, pardon, fin mai, donc devant des personnes de la filière. Voilà, donc je ne suis pas chercheur moi-même, je sais que vous ne l'êtes pas non plus, et donc j'ai fait au mieux pour vous présenter ces projets de façon assez simple. Alors, donc, ce que je vais... Là, ça n'avance pas. Comment je fais? Donc, un petit sommaire, donc, des connaissances pour soutenir l'action. Je vais vous faire quelques brefs rappels sur la qualité de l'air, sur le bois énergie, sur le chauffage domestique au bois et la qualité de l'air, sur la combustion du bois et les émissions de polluants. Tout ça pour que vous ayez bien en tête tous ces éléments, pour pouvoir comprendre en fait euh, au mieux les projets que je vais vous présenter ensuite de façon assez résumée, même très 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 résumée, hein. Donc, c'est un exercice qui était un petit peu compliqué à faire. Voilà. Et puis, donc, en résumé, quel est l'apport de ces projets à l'action? Alors, des connaissances, tous ces projets de R&D, c'est des connaissances pour soutenir l'action. J'ai commencé par vous mettre cette image, qui est un dispositif utilisé dans un projet de recherche pour mesurer les émissions de polluants gazeux et particulaires. Donc, vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas, mais bon, en tout cas, vous pouvez voir au centre Oui, on la voit. un insert, voilà, avec tout un tas de dispositifs de mesure et donc les points de prélèvement, etc. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous expliquer tout ça, d'ailleurs, je ne serais pas capable de le faire, mais c'est juste pour vous montrer la complexité qui sont mis en place dans les laboratoires pour faire ces mesures. Euh, alors, donc en termes de dispositifs d'accompagnement de l'ADEME, il y en a donc, ils sont nombreux et donc nous soutenons donc financièrement et en soutien aussi avec notre expertise, donc des thèses, des projets de R&D, des projets d'innovation, de l'investissement. Voilà, je vais surtout zoomer sur l'appel à recherche transverse de l'ADEME sur l'air, qui s'appelle Acacia, pour amélioration de la qualité de l'air, comprendre, innover, agir, donc qui donne des subventions pour aider des laboratoires de recherche, des entreprises, des associations, des collectivités qui peuvent aussi participer à des projets de recherche. Et donc, les objectifs de cet appel à projet Acacia, c'est de faire émerger des projets de R&D en appui aux politiques publiques pour améliorer la compréhension des pollutions de l'air intérieur et extérieur et de développer et d'évaluer des solutions efficaces pour les réduire. Alors, donc, des projets R&D donc, sur le chauffage domestique au bois, hein, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est toutes ces connaissances donc, pour soutenir l'action.
Donc, au niveau notamment d'Acacia, alors la plupart des projets que je vais vous présenter sont issus d'appels à projets de recherche. Alors, l'appel à projet Acacia, c'est celui qui existe actuellement. Les projets de recherche que je vais vous présenter ne sont pas issus d'Acacia, parce qu'Acacia est relativement récent, sont issus d'autres dispositifs comme Cortea, qui était le dispositif précédent. Et puis aussi, certains sont des projets aidés en gré à gré. Voilà, donc de toute façon, les objectifs, c'est de connaître et de caractériser les émissions polluantes et d'améliorer les performances des installations et des combustibles. Et tout ça, donc, en prenant compte de ce qui se passe en conditions réelles. Parce que, comme vous le savez probablement, les tests qui sont menés selon les normes actuellement en vigueur pour évaluer les performances énergétiques et environnementales, donc notamment émissions de polluants pour ce qui nous intéresse, sont effectuées donc, dans des conditions de référence qui sont bien particulières, qui sont des conditions nominales et qui sont souvent relativement éloignées des conditions réelles de fonctionnement. Donc, d'où l'importance d'améliorer les connaissances pour tenir compte de ces conditions réelles. Donc, en termes d'application de ces projets, puisque c'est de la recherche applicative que nous aidons, donc de l'appui et de l'influence des politiques publiques, la mobilisation et des préconisations pour la filière qui travaille sur ce sujet, et aussi de la sensibilisation et de la communication pour le grand public. Donc, je vous ai mis là juste 3 exemples, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, au niveau de l'appui et de l'influence politique publique, on verra que, notamment, il va y avoir des changements méthodologiques au niveau des inventaires nationaux qui sont établis par le CITEPA. Le CITEPA, c'est le centre interprofessionnel sur la pollution atmosphérique. Je l'ai jamais noté, je croyais le nom exact, mais je ne les trouve plus. Voilà, donc sur la mobilisation et les préconisations à la filière, notamment des événements comme le colloque que je vais vous parler, et puis aussi beaucoup de contacts donc, avec la filière. Et puis au niveau de la sensibilisation du grand public, par exemple la campagne nationale de communication sur le chauffage au bois qui a eu lieu en fin d'année dernière. Alors, pour une bonne compréhension, je vais vous faire quelques brefs rappels sur la pollution de l'air. Ça va être vraiment rapide, mais je pense que c'est important que tout le monde ait bien tous ces éléments en tête. Donc, vous voyez ici donc, les polluants, donc les activités humaines qui émettent donc alors, il y a certaines émissions qui sont naturelles aussi, mais bon, voilà, en tout cas, les activités humaines et certaines émissions naturelles, donc, qui vont se retrouver dans l'air avec un certain nombre de polluants qui, sous l'influence donc de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, de toutes les conditions en fait qui se passent dans l'air, il va y avoir une chimie atmosphérique qui va se passer, donc des transformations de ces polluants qui peuvent aussi être transportés, donc qui peuvent redescendre sous la forme de dépôts secs ou humides. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui se passe, en fait, ça va donner lieu à des concentrations de polluants qui sont les quantités de polluants dans l'air et qui sont le reflet de la qualité de l'air que l'on respire. Alors, donc, je vous ai mis quelques points qui sont importants vraiment à retenir, si on veut bien comprendre la pollution de l'air, vous avez donc les polluants primaires, qui sont ceux qui sont directement émis dans l'air par une source de pollution. Vous avez les polluants secondaires qui sont formés dans l'air par des réactions chimiques ou photochimiques à partir de polluants primaires, notamment sous l'action du rayonnement solaire, de l'humidité et de la chaleur. Donc, les émissions, ce sont bien les quantités de polluants directement rejetés dans l'atmosphère par les activités humaines ou par des sources naturelles. Et les concentrations, c'est ce qui caractérise la qualité de l'air que l'on respire et qui concerne à la fois donc, les polluants primaires et les polluants secondaires. C'est vraiment très important de bien avoir en tête cette différence entre émissions et concentration, parce qu'en théorie, on l'a souvent en tête, mais quand après on parle, on réfléchit, etc.,
peut y avoir des confusions. C'est bien important de faire la différence. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas de linéarité, il n'y a pas de relation directe entre les émissions et les concentrations, parce que la qualité de l'air est influencée, donc, comme je l'ai dit, par les sources de pollution qui émettent différents types de polluants, qui sont gazeux ou particulaires, mais elle est aussi influencée par les conditions météorologiques et par la topographie. Voilà. Donc, c'est très important. Et ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, du coup, qui résulte de tout ça, c'est qu'il y a des disparités spatiales et temporelles de la pollution de l'air. Voilà. Pour ces petits rappels. Donc ensuite, si on regarde ce qui se passe au niveau du bois énergie et du chauffage domestique au bois. Alors, le bois énergie, c'est la première source d'énergie renouvelable en France en 2021 et le bois énergie, 36% de la production d'énergie renouvelable en France. C'est quand même pas négligeable. Et 70% de ce bois énergie est utilisé dans le résidentiel, donc chauffage domestique au bois. Ça représente 7 millions de foyers qui se chauffent au bois, chauffage domestique au bois, un quart des foyers français. C'est quand même énorme. C'est une énergie renouvelable qui est économiquement compétitive, même si ces derniers temps, du fait des problématiques énergétiques récentes, il y a eu des augmentations, mais ça reste quand même une énergie qui est assez économique. C'est une ressource locale qui contribue à l'indépendance énergétique de la France, qui également en ce moment est quand même assez à noter en tout cas. Et ça représente, en fait, en 2021, en tout cas, ça représentait de 23 860 emplois directs. Ça, c'est pour une petite photo. Voilà. Donc, ensuite, le chauffage domestique au bois dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, la programmation pluriannuelle de l'énergie, ou PPE, retranscrit les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Et donc, les objectifs fixés sont d'atteindre à l'horizon 2028, 10 à 11 millions de logements chauffés avec de la biomasse solide, tout en maintenant constante la consommation énergétique de bois, afin d'atteindre un mix énergétique davantage décarboné et renouvelable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, donc, vous avez représenté sur ce schéma en orange, donc c'est la chaleur domestique. En vert, ici, c'est le collectif et l'industrie. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation du nombre d'utilisateurs de chauffage domestique au bois pour arriver à 10 à 11 millions, comme je le disais tout à l'heure, mais en gardant une consommation de bois constante à 80 TWh. Donc, comment c'est possible? Eh bien, c'est possible notamment grâce au remplacement rapide des appareils anciens peu performants de chauffage au bois par des équipements récents et performants. Voilà, donc ça vous concerne directement parce que vous travaillez sur les fonds air bois. Alors, en termes d'émissions nationales, je reviens encore là-dessus, je ne sais pas si vous avez bien ces chiffres en tête. Donc, ce qu'on peut voir sur ce schéma, ici, donc, ce sont des données qui émanent du site EPA, donc j'ai retrouvé, c'est bien le Centre interprofessionnel d'études de la pollution atmosphérique. Ce qu'on peut voir d'abord, c'est que quand même, les émissions de PM2,5, donc je rappelle ce que c'est que le PM2,5, je pense que vous savez, mais ce sont les particules fines de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres. Elles ont ces émissions baissé. La part du secteur usage et activité des bâtiments, qui est représentée ici en vert kaki un peu, enfin ici à 50%. Donc, elle reste supérieure à 50%. Les baisses d'émissions qu'on observe au niveau national sont notamment liées à l'amélioration des performances des appareils domestiques à bûches et à l'apparition d'appareils à granulés et aussi au développement des bonnes pratiques. Voilà. Donc, en 2020, d'après le rapport SECTEN publié par le Bonjour, CEPA. Noël Courtier. Je vous appelle concernant une installation de poêle à bois
C'est pour Monsieur Durieux, Marcel. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, j'ai l'impression. Oui, c'est Noël Courtier qui a son micro ouvert. Ah oui, je vais lui couper son micro. Ah voilà, c'est bon. Merci. Pardon Isabelle pour l'interruption. J'étais un peu surprise. Mais Ça fait partie des… Oui, moi aussi, j'avoue que je n'ai pas compris ce qui se passait. Ok, On vous laisse bon. continuer. Voilà, donc en 2020, d'après le CITEPA, on avait 41% des émissions nationales de PM2,5 qui étaient issues du chauffage domestique au bois. Donc, comme je vous l'ai dit, évidemment, ces chiffres sont des chiffres nationaux qui cachent des disparités locales, hein, puisque dans sur certains territoires, bien sûr, on peut être à des pourcentages beaucoup plus élevés ou alors plus faibles aussi, c'est possible. Voilà, ce que je voulais juste attirer votre attention, c'est qu'il va y avoir un changement de méthodologie en 2023 dans les inventaires, parce que donc, notamment, suite à des travaux de recherche nombreux sur le sujet, il y a eu un changement en fait au niveau des facteurs d'émission, puisqu'on va prendre en compte maintenant la partie condensable dans les émissions. Et il y a aussi eu un nouveau découpage du parc d'appareils. Donc, la part du chauffage domestique au bois dans les émissions nationales, lors des nouveaux inventaires, va passer à 62%. Voilà. Ce découpage du parc, il va prendre compte en fait les évolutions, notamment de flammes vertes sur les appareils performants, et donc prendre en compte les condensables. Alors, qu'est-ce que les condensables? Je vais juste revenir un petit peu là-dessus parce que c'est un terme que l'on va entendre de plus en plus maintenant. Ce sont donc au sein des particules qui sont présentes dans l'atmosphère, la fraction dite condensable désigne la fraction principalement constituée d'espèces organiques semi-volatiles qui sont présentes sous forme gazeuse dans le conduit de fumée et qui se condensent dès leur entrée dans l'atmosphère du fait de la dilution ou du refroidissement des fumées. Voilà, donc on a bien une fraction solide, qui sont les particules solides, qui sont présentes à l'état solide dans le conduit. La fraction condensable, donc, ce sont ces espèces organiques semi-volatiles qui sont présentes dans le conduit à l'état gazeux et qui peuvent se condenser dès leur entrée dans l'atmosphère. Et donc, on a ce qu'on appelle les particules totales, qui rassemblent ces deux fractions, solides et condensables, qui se retrouvent en suspension dans l'air ambiant et qui sont également définies par le terme d'aérosol. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les niveaux d'émission de cette fraction condensable sont étroitement liés à la qualité de combustion. Donc, pour un appareil et un combustible donné, pareil, donc c'est avec un même appareil et un même combustible, pardon, c'est passé trop vite. Plus l'allure de combustion va être réduite, plus les émissions de composés organiques semi-volatiles vont être importantes et donc plus la fraction condensable des particules totales sera élevée. À l'inverse, à allure nominale de combustion, toutes choses étant égales par ailleurs, les niveaux de la fraction condensable seront plus bas qu'à allure réduite. Là, on commence à rentrer dans des considérations qui sont un petit peu compliquées, mais voilà, je tenais quand même à vous faire cette précision. Pardon. Alors, la pollution de l'air, comme vous le savez, elle a de nombreux impacts sur le bâti, sur les cultures, même au niveau du changement climatique, etc. Je vais juste vous rappeler les enjeux sanitaires ici. Donc, comme vous le savez certainement, ce chiffre de 40 000 décès attribuables chaque année à la pollution de l'air uniquement aux particules fines. Hein. Donc, ça, c'est les chiffres de Santé publique France de 2021. Voilà. Et puis, donc, il y a eu des travaux de l'OMS qui a sorti des nouvelles valeurs cibles en septembre 2021. Donc, suite à la publication de ces valeurs cibles, etc. Donc, il y a des révisions en cours de la directive européenne sur la qualité de l'air. Cette directive européenne, bien sûr, elle donne le là, je dirais, pour les réglementations des États membres. Hein. Donc, la réglementation française s'appuie totalement sur la réglementation européenne. Donc, pour ce qui est des Isabelle, on ne vous entend plus, on vous a perdu.
Ouais, j'ai l'impression qu'on l'a perdu, oui. Oui, on dirait. Je vais essayer de lui envoyer un message dans le chat. Non, Isabelle, pardon. Je lui envoie un Teams. Ouais. Alors, petit bug technique. Je profite de cet intermède. Alors, mea culpa, hein, j'étais un peu déstabilisée par les difficultés techniques de démarrage au départ. Il faut savoir que Caroline, donc ma collègue animatrice du FAB que vous connaissez tous, hein, bien sûr, expérimente un nouveau, comment dire, une nouvelle méthode de sketchnoting. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de la facilitation graphique. Donc, elle a fait une formation en facilitation graphique. Et si elle intervient assez peu là pendant qu'Isabelle parle, c'est d'abord parce qu'Isabelle parle et ensuite parce qu'elle est en train d'essayer de retranscrire la présentation d'Isabelle en format facilitation graphique. Donc, c'est expérimental. Et puis, il est fort possible qu'on vous divulgue dans la restitution en différé des éléments de facilitation graphique que Caroline aura faites. Voilà, Isabelle est en train de revenir, je crois, parmi nous. Isabelle, est-ce que vous nous entendez? Ouais, c'est bon là. Mais Super. j'ai perdu le réseau, je ne sais pas pourquoi. Ouais, bah, c'est des choses qui arrivent, hein. Moi, je dis souvent, on s'adapte aux aléas techniques, hein. C'est les Je suis aléas du navrée. direct. Et en plus, je suis au bureau, comme je vous le disais. Donc... Et ouais. Alors, par contre, là, il faut que j'arrive à me partager mon écran. Oui. On était sur les enjeux sanitaires, hein, relatifs aux Ouais. concentrations des... Est-ce que vous voyez là? Non, là, on n'a pas de partage d'écran, là. D'accord. Alors, hop. Là. Là, ça a l'air bon. Oui, c'est parfait. Bon, donc, excusez-moi, je ne sais pas où vous m'avez perdu. Mais donc... Nous, on était sur les peut-être on peut repartir sur les enjeux sanitaires relatifs aux concentrations de PM2. Ça Ok. convient à tout le monde? Ok. Alors, donc les enjeux sanitaires donc liés à la pollution et notamment à la pollution en particules fines PM2,5. Donc, 40 000 décès attribuables chaque année. Ça, c'est les chiffres de Santé publique France de 2021. Voilà. Et donc, en 2021 également, en septembre, il y a eu des nouvelles valeurs guides de l'OMS qui sont sorties. Suite à la sortie de ces nouvelles valeurs guides en concentration dans l'air de PM2,5, enfin de tous les polluants, mais là, je vais vous parler plus spécifiquement des PM2,5, il y a une révision en cours de la directive européenne sur la qualité de l'air et pour revoir en fait les valeurs limites. Donc, la valeur limite actuelle de l'Europe et de la France, puisque la France, la réglementation française sur la qualité de l'air est calquée sur la réglementation européenne, elle est de 25 microgrammes par mètre cube. La valeur guide préconisée par l'OMS, c'est 5. Donc, vous voyez que c'est 5 fois moins, donc c'est énorme. Donc, ce qui est proposé à l'heure actuelle, mais ce n'est pas encore statué, il y a des discussions en cours au niveau de cette directive, c'est une limite pour 2030, en fait, de faire une étape en 2030 à 10 microgrammes par mètre cube pour arriver en 2050 aux valeurs de l'OMS. Voilà. Donc, ce que je vous ai mis ici comme carte, hein, c'est une carte qui a été fournie par le ministère. Ce serait donc si on regarde les émissions de 2021, de l'année 2021, et qu'on applique en fait cette valeur limite de 10 microgrammes par mètre cube, bah, toutes les zones en rouge, c'est celles qui seraient en dépassement, voilà. Donc ça fait une proportion de 38% des zones administratives de surveillance et 25% des agglomérations.
si toujours sur ces chiffres de 2021, donc sur ces concentrations 2021, on appliquait les valeurs guides de l'OMS, à ce moment-là, ce serait 97% des zones administratives de surveillance pour la qualité de l'air qui seraient en dépassement et 97% des agglomérations. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu tout le chemin encore qu'il y a à faire pour arriver d'abord à ces 10 microgrammes en 2030 dans un premier temps. Alors, je vais continuer sur encore un petit peu de théorie. Donc, combustion de bois et émissions de polluants. Pourquoi ça pollue en fait? Alors, la combustion du bois, c'est une réaction chimique d'oxydation organique avec dégagement de chaleur. C'est l'oxygène qui est contenu dans l'air, qui est le comburant, qui permet la combustion du bois, qui est le combustible. Dans un appareil de chauffage domestique au bois, représenté par exemple ici, c'est un extrait d'une thèse, une thèse de Benoît Pondelet en 2018, l'oxygène donc est apporté, donc le comburant est apporté par les arrivées d'air primaire et secondaire, que vous avez figuré ici, donc primaire et secondaire. Une bonne qualité de combustion est obtenue par un mélange optimisé entre le combustible et le comburant, les quantités de chacun devant être adaptées à chaque étape de la combustion. C'est pour ça que les arrivées d'air doivent être réglées différemment en début de combustion, en milieu de combustion, en fin de combustion. Une combustion complète, donc ça c'était une des questions qui vous étaient posées au début, là, dans le petit questionnaire. Une combustion complète ne produirait que des gaz, donc essentiellement du CO2 et de la vapeur d'eau, et des résidus solides, des cendres essentiellement minérales. Bon, une combustion complète, c'est très rare, mais une combustion incomplète, elle émet en plus des polluants gazeux et particulaires qui sont, en l'occurrence, évacués par le conduit d'évacuation des fumées. Dans le cas du bois, ces polluants sont des particules plus ou moins fines, des composés organiques volatiles, ou COV, du monoxyde de carbone, CO, et des oxydes d'azote, essentiellement. Sachant que derrière le terme composé organique volatile, ou semi-volatile d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, ensuite... Donc, la clé pour améliorer les conditions de combustion, puisqu'on voit bien que c'est ça qu'il faut faire, puisque si elle n'est pas réalisée dans de bonnes conditions, elle provoque des fortes émissions de polluants, notamment de particules fines. La consommation de combustible est plus importante et le confort de chauffe est dégradé. Donc, la chaleur transmise est moins importante. Donc, ce qui est bien, c'est que si on optimise la combustion, on va émettre moins de polluants, mais on va aussi faire des économies de combustible, ce qui peut être intéressant pour les consommateurs, et aussi on va améliorer le confort de chauffe dans le logement. Voilà. Donc, les émissions de polluants, l'étude des émissions polluantes du chauffage domestique au bois, elles ont fait l'objet d'un certain nombre de projets expérimentaux, comme je vous le disais tout à l'heure, parmi lesquels un certain nombre de projets de travaux, en tout cas aidés par l'ADEME. Donc, les résultats de ces travaux, ils ont permis de mettre en évidence l'influence de plusieurs caractères sur cette qualité de combustion dont je vous parlais, qu'on doit donc améliorer pour baisser la pollution. Ces paramètres, l'ensemble de ces paramètres, ça a conduit à l'identification de 4 leviers pour optimiser la combustion. Donc, le premier levier, c'est l'installation en elle-même. Donc, l'installation, ça comprend bien sûr l'appareil, mais ça comprend aussi le conduit. C'est vraiment les deux. Donc, qui doit être de bonne qualité, qui doit respecter, doit être bien dimensionné, aussi bien l'appareil que le conduit, et doit installer dans les règles de l'art. Le levier numéro 2, c'est le combustible, que ce soit des bûches, du granulé. Il doit être de qualité, d'humidité faible, sa taille a aussi une importance. Voilà, vous aviez le troisième levier, donc ce sont les bonnes pratiques d'utilisation, tout ce qui est gestion de l'allumage, gestion du feu, etc. Et puis le quatrième levier, c'est l'entretien régulier de l'installation, donc aussi bien l'appareil que le conduit. Voilà. Alors, je vais
j'en ai fini avec mon introduction qui était un petit peu longue. Je vais faire une toute petite pause pour vous dire si vous avez des questions à me poser sur ce que je vous ai présenté avant que je vous présente en fait ces projets. Moi, Daniel, j'ai une question pour toi, Isabelle. Est-ce que dans les directives européennes, on commence à parler des PM1 ou pour l'instant, on s'arrête complètement au PM2.5? Alors, je ne suis pas dans les discussions au niveau européen. À ma connaissance, non, mais je ne pourrais pas Parce que moi, d'un point de vue impact sanitaire, ce que j'avais retenu, c'est que plus la particule est petite, plus elle a un risque de nocivité. Et donc, il me semblait que de moins en moins, on allait suivre les PM10 finalement parce que il y avait moins d'intérêt et que la PM1 arriverait sur la table. Pour l'instant, à ta connaissance, c'est pas Ouais, alors, d'actualité. je vais pas m'avancer trop. Oui, hein. oui, bien sûr, non, mais Et, de ce que tu sais. déjà, les PM2.5, c'est déjà récent, par exemple, soit prise en compte dans un certain nombre de réglementations. Donc, on est déjà passé de 10 à 2.5. Donc, déjà, D'accord. c'est un progrès. Bien sûr, les plus petites, elles sont comprises dedans, hein, puisque PM2.5, Oui. c'est tout ce qui est en dessous de 2.5. Hein. Après, sur la problématique des petites, des PM1, voire des PM0.1 d'ailleurs, c'est que actuellement, donc, les concentrations, elles sont en microgrammes par mètre cube, donc en masse, et que plus les particules sont petites, plus elles sont de masse faible. Donc, plus les incertitudes sont grandes, plus c'est difficile à mesurer en termes de masse. D'accord. Les petites particules, toutes petites, les PM1, même les PM0.1, qu'on appelle les PUF, les particules ultra fines, elles sont souvent mesurées par comptage, en nombre. D'accord. Donc, voilà. Donc, il y a déjà une complexité parce que pour passer du nombre à la masse, donc ça se fait évidemment pour les particules plus grosses. Plus elles sont petites, plus les incertitudes sont grandes. Donc, bon, on commence déjà à étudier les PUF. Hein, il y a des projets en cours là-dessus, sur la métrologie, etc. Mais bon, voilà, tout le monde les a en tête. Mais voilà. Et sur la toxicité, je vais juste rajouter quelque chose. C'est vrai que plus elles sont petites, plus elles pénètrent dans l'organisme. Ça, c'est exact. Après, il faut aussi bien faire attention qu'il n'y a pas que la taille qui compte dans la toxicité. Il y a aussi la nature chimique. En fonction de leur nature, en fait, elles ne vont pas forcément avoir le même impact sanitaire. Il va y avoir des particules qui vont peut-être pouvoir pénétrer dans l'organisme, qui n'auront pas forcément un gros impact sanitaire, mais d'autres qui en auront un. Donc, il y a aussi la problématique de la nature. Donc, de plus en plus, voilà, c'est des sujets de réflexion et c'est des sujets de recherche, tout ça. C'est comment mesurer la toxicité des particules au-delà de leur taille, etc. Voilà, donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, c'est parfait. C'était clair, alors, merci. Oui. Est-ce qu'on pourrait juste remettre la slide d'avant, celle d'avant sur les 4 leviers? Voilà, super. C'est pas celle-là. Voilà. Ouais, voilà. Okay. J'ai pas eu le temps de noter, même si on aura le PowerPoint, j'imagine. Bien sûr. Okay. Oui, on vous fera une restitution. Hein. Ok. Je vais juste noter les 4 en gras, les 4 choses. Voilà. Oui, alors, les 4 choses, c'est facile hein, à vous rappeler. C'est l'installation, le combustible, les bonnes pratiques, dans l'ordre. Hein, c'est pour ça que je les ai mis 1, 2, 3, 4, et l'entretien. Donc, dans l'ordre, l'installation, le combustible, donc ce qu'on met dedans, comment on gère son feu, donc les bonnes pratiques, comment on gère son combustible aussi, et l'entretien. Voilà. L'entretien. Et ça, dans tous les guides de l'ADEME, enfin, j'y reviendrai après, c'est écrit. Hein, donc, vous avez bonne pratique d'utilisation, d'accord. Et 4e, c'est l'entretien. L'entretien. Ok, parfait. Voilà. Et vous aurez les slides et vous avez aussi les documents de l'ADEME et tout. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver assez facilement. Parfait. Mais je me fais des petites notes, mais merci beaucoup. C'est bon, je peux continuer? Je pense que oui, Isabelle. Ok, donc je vais arriver maintenant plus à la présentation des projets de recherche. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de simple, mais ce n'est pas facile. Donc, j'espère que le niveau sera bon. Voilà.
vous avez, je vous ai mis le lien là. De toute façon, je vous mettrai les autres liens, mais notre librairie était en maintenance ces 2 derniers jours, donc je n'ai pas pu forcément les mettre, mais je vous mettrai les liens vers les rapports des projets. Ici, vous avez le lien vers ce petit fascicule donc, qui présente les différents projets qui ont été présentés lors de ce colloque R&D du 26 mai, avec des résumés très courts en 2 pages. Donc, je pense que ça peut peut-être être intéressant pour vous. Pardon. Alors, premier projet dont je vais vous parler, il s'appelle PerfPag. Ils ont tous des petits noms comme ça, hein. Donc, performance réelle de poêle à granulés. Donc, à chaque fois, je vous ai remis sur quel levier, à quel levier ça se rapporte, et puis aussi à quel type d'action ça peut se rapporter par rapport à ce que je vous ai présenté au début. Donc, émissions réelles, préconisation à la filière, et là, on a travaillé. En fait, ça va se rapporter au levier 1, 3 et 4. Donc, je ne vous le redirai pas à chaque fois, mais je vous explique mes petites pastilles là. Voilà. Donc, les objectifs de ce projet, c'était d'évaluer les performances énergétiques et les émissions polluantes de polluants atmosphériques, donc de l'utilisation de poêles à granulés dans des conditions vraiment réelles, puisque ça a été une campagne de mesure qui a été réalisée chez 20 particuliers qui étaient équipés de poêles à granulés, hein, parce que l'objectif, c'était vraiment de travailler sur les poêles à granulés, parce que c'est une technologie qui est assez récente quand même, dans le temps, par rapport aux poêles à bûches, longtemps. Et du coup, il y avait quand même assez peu de données sur les performances réelles. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous, on s'attache vraiment à essayer d'évaluer les impacts en conditions réelles. Donc, on a équipé donc, des particuliers. Donc, à droite, vous avez, c'est pour vous donner une idée un petit peu quand même de ce qu'on a installé dans des salons chez des gens pour mesurer les polluants. Donc, c'est quand même pas anecdotique. C'était un peu encombrant. Donc, c'était une campagne qui a été réalisée chez des volontaires. Donc, on a mesuré les performances énergétiques en continu sur l'ensemble de la saison de chauffe. Alors, ça, c'est des dispositifs qui sont beaucoup plus légers, hein. Et ça, celui qui est sur l'image, c'est pour mesurer les émissions de polluants atmosphériques. Donc, c'était des mesures ponctuelles sur des périodes de 2 jours, sachant qu'il fallait compter en tout 4 jours, puisqu'il fallait un jour d'installation et un jour de désinstallation. Alors, quels sont les principaux résultats? Donc, les principaux résultats, ça va peut-être vous parler pour les personnes qui travaillent sur les fonds herbois. La plupart des particuliers ne disposent pas de la note de dimensionnement du conduit. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté sur le terrain. La plupart des appareils fonctionnent à puissance intermédiaire, c'est-à-dire à 65% de la puissance nominale. Pour 2/3 des appareils, on a vu des performances élevées, quelle que soit l'allure de fonctionnement, mais pour 1/3 des appareils, on a vu des conditions de fonctionnement qui ne sont pas optimisées à allure réduite, notamment du fait d'excès d'air élevés. On a pu constater également donc des forts écarts entre les tests effectués sur un même modèle d'appareil, parce qu'il se trouve, ça c'était un hasard, mais qu'il y a un appareil qu'on a retrouvé, le même modèle exactement, dans 5 logements. Et on a constaté des forts écarts sur les émissions avec le même modèle d'appareil. Donc, ça pointe vraiment l'importance de l'installation, de comment est faite l'installation. Voilà, donc il y a un enjeu d'encadrement des performances des appareils à allure réduite, ce qui va être pris en charge en fait dans la flamme verte, hein, c'est prévu notamment de prendre ça en compte. Et puis donc le fonctionnement en allure, en conditions réelles est perfectible, notamment en ajustant la puissance de l'appareil aux besoins en chauffage du logement et en adaptant le dimensionnement des conduits pour un tirage bien adapté, ni trop faible, ni trop fort. C'est-à-dire qu'il est important que l'appareil soit bien dimensionné par rapport au logement, c'est-à-dire qu'il ne soit pas… Souvent, les appareils sont surdimensionnés et donc, comme on l'a constaté, ils fonctionnent à allure intermédiaire. Donc, les allures intermédiaires, notamment même pour les poêles à granulés, émettent plus de polluants que les allures nominales, hein, comme je vous l'ai montré. Et un tirage bien adapté, ni trop faible, ni trop fort. Alors, c'est assez instinctif de dire que si le tirage est faible,
combustion sera dégradée, mais en fait, si le tirage est trop fort, elle est dégradée aussi. Parce qu'il y a trop d'air, en fait, et ça dégrade aussi la combustion. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier projet. Deuxième projet. Oui. Juste, Isabelle, à quel moment tu veux on peut te poser des questions sur les projets? Je ne sais pas. L'idée, c'était de peut-être, alors je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, hein, dites-moi, mais l'idée, c'était peut-être de vous laisser faire la présentation, Isabelle, Peut-être c'est sur, mieux. sur Ouais. ces études-là, de noter nos questions et de les poser à la fin. Oui, peut-être, parce que peut-être qu'il y aura des réponses dans les autres projets aux questions. Donc, si ça ne t'ennuie pas, Daniel, tu notes bien, et puis on pourra revenir sur la slide après, évidemment. Ouais. Je note. Voilà, donc, deuxième projet dont je voulais vous parler, il s'appelle Joaquin. C'était donc un travail sur la fumisterie et les performances des installations. Donc, vraiment, ah non, pas que ça va trop vite. Les objectifs, donc, c'était de déterminer. Alors, à chaque fois, je vous ai mis aussi, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, les laboratoires qui ont travaillé sur ces projets. J'espère que je l'avais mis au projet. Non, j'ai oublié de les mettre. Si. Je vous ai mis les laboratoires. Donc, déterminer l'impact de la solution de fumisterie sur le fonctionnement dans l'installation à bûche, cette fois-ci, et sur les mécanismes d'évolution des particules, notamment dans le conduit. Et un autre objectif, ça a été, puisqu'il y avait des industriels qui faisaient partie de ce projet, donc c'était à la fois des industriels et un laboratoire de recherche, de développer des prototypes de conduits qui amélioreraient les performances énergétiques des installations et qui faciliteraient aussi le piégeage des particules dans le conduit. Ce qui a été fait donc, en termes de méthodologie, c'était des campagnes d'essai en laboratoire cette fois-ci, pour d'abord étudier l'évolution des particules dans un conduit, donc sur une plateforme expérimentale, et ensuite d'étudier l'impact de la solution de fumisterie des installations en combinant deux types d'appareils à bûche, donc un appareil un insert de 2006, donc plutôt ancien, et un poêle performant, je crois qu'il était Flamme cette étoile, en tout cas de 2018, en les combinant, donc ces deux appareils, avec 3 solutions de fumisterie. Alors là, je ne sais pas si ça va vous parler, mais bon, conduit simple paroi, conduit flexible et conduit concentrique, ce sont les plus récents. Et donc, on a fait des solutions, on a installé les solutions de fumisterie sur les 2 types d'appareils et on a regardé les résultats. Et ensuite, donc la deuxième partie, l'autre partie, c'était de conceptualiser et d'évaluer 2 prototypes de conduits qui permettraient d'améliorer les performances énergétiques et de faciliter le piégeage des particules. Donc, les principaux résultats, c'est vraiment les principaux résultats, c'est qu'on a identifié donc un paramètre clé qui est le gradient de température dans le conduit. Le gradient de température, c'est la différence de température entre l'entrée dans le conduit, c'est-à-dire la sortie du poêle, en fait, là où commence le conduit, et la sortie au niveau de sortie du conduit à l'atmosphère. Et ce gradient de température, c'est le paramètre le plus impactant sur les mécanismes d'évolution des particules, aussi bien dans leur croissance des particules, que pour ce qui est de la thermophorèse étant les mécanismes de mouvement des particules sous l'effet d'un gradient de température. Voilà, donc c'est vraiment un paramètre très important. On savait que la température était un paramètre important, mais là, c'est vraiment le gradient de température en fait, qu'on a identifié comme étant un paramètre clé. Et donc, le type de conduit et son dimensionnement. Donc, le dimensionnement, on savait aussi, mais le type de conduit, ils ont une influence sur la qualité de combustion. Et le conduit, il peut ainsi abaisser les émissions de polluants à la source. C'est-à-dire, quand on parle de la source, là, pour le coup, c'est la sortie de cheminée. Mais également participer à leur réduction à l'évacuation. Non, la source, pardon, excusez-moi, la source, c'est la sortie du poêle, moi je m'embrouille, et participer à leur réduction à l'évacuation, c'est à la sortie de cheminée, en agissant sur la typologie des particules, donc leur nature et leur taille, et en favorisant les mécanismes de dépôt. Donc, ces applications, donc là, c'est vraiment le projet, il est en ligne, enfin, les rapports sont en ligne depuis 15 jours, donc c'est vraiment très récent. Au-delà,
pourrait peut-être y avoir aussi des applications au-delà du chauffage domestique au bois, dans le cadre de systèmes de filtration industriels. Donc, les conduits pourraient permettre de préconditionner les molécules, les particules à filtrer pour leur faire atteindre des tailles de coupure nécessaires à leur captation par des systèmes d'abaissement de polluants, puisque les systèmes sont souvent efficaces sur une typologie de taille de particules, mais pas forcément sur tout. Voilà, bon, ça reste des pistes à explorer, mais c'est pour montrer un petit peu les perspectives qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Alors, on a aussi travaillé, je vais vous présenter sur un combustible, en l'occurrence sur les bûches densifiées. On a regardé les émissions polluantes de bûches densifiées ou briquettes. Donc, ce sont des… En fait, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que ce type de combustible. C'est souvent vendu dans des grands magasins de bricolage ou autres, peut-être, je ne sais pas. En fait, ça a la forme soit de bûche cylindrique, soit de pavé. Et c'est le même principe de fabrication que des granulés, c'est-à-dire que c'est de la biomasse densifiée. Voilà. Et c'est vendu pour remplacer des bûches, pour être mis dans un poêle à bûches. Donc, l'objectif, on avait très peu de données sur ce type de combustible. Donc, c'était de recenser l'ensemble des fabricants de combustibles densifiés, en France, bien sûr, et puis d'étudier les émissions de polluants générées par la combustion des bûches densifiées dans un appareil récent et performant, dans des conditions proches du réel. La méthodologie, c'était sur un panel de 20 briquettes. On a caractérisé les briquettes, leurs émissions en combustion, et il y en avait parmi celles-ci 7 qui étaient dites de longue durée, donc qui étaient vendues un peu comme ce qu'on appelle des bûches de nuit, dans un appareil. Donc voilà, leurs émissions ont été évaluées dans un appareil récent et performant. Et en complément, donc, on a fait une étude de la combustion de ces briquettes longue durée dans des conditions qui sont préconisées par les distributeurs, c'est-à-dire avec des arrivées d'air fortement… Quels sont les résultats, les principaux résultats en tout cas? C'est que lors de l'utilisation de ce type de combustible, il est préconisé de préférer des briquettes de géométrie cylindrique plutôt que pavées et constituées à 100% de bois, en limitant celles à base d'écorce ou autres biomasses, parce qu'il y en a aussi qui sont fabriquées avec des biomasses qui ne sont pas du bois, comme des déchets agricoles ou autres. Il ne faut pas utiliser ces briquettes à base de biomasse, des briquettes à base de biomasse, fabriquées à partir de biomasse telles que des coproduits d'élevage ou agroalimentaires, ce que je vous disais, pardon, excusez-moi, c'est pas clair. Il ne faut pas brûler ces briquettes en réduisant fortement les arrivées d'air, même pour les bûchettes qui sont dites de nuit ou de longue durée, c'est ce qui est préconisé par les fabricants, parce que en fait, elles émettent beaucoup de polluants dans ces conditions, ce qui n'est pas forcément une surprise. Et ce qui est à noter, c'est que ces briquettes, en fait, elles émettent pas plus de polluants que d'autres lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions de combustion dites normales, en tout cas classiques. Mais par contre, quand elles sont utilisées telles que les préconisations des fabricants l'indiquent, elles émettent beaucoup de polluants parce qu'en fait, ce qu'ils préconisent, c'est de fermer les arrivées d'air. Et c'est ça qui est très mauvais. Donc, vraiment, ce qu'on préconise, c'est de ne pas les utiliser comme ça et de ne pas fermer les arrivées d'air. On s'en doutait, mais voilà, on l'a vérifié. Et que les caractéristiques annoncées par les producteurs de bûches densifiées sont plutôt exactes et conformes à la norme correspondante. Voilà. J'accélère un peu parce que je vois que le temps passe. Donc ensuite, on a regardé un projet qui s'appelle EPOCHAG. Donc là, on a regardé les émissions primaires et secondaires de poêles et de chaudières domestiques à granulés et aussi un petit peu à bûches. Dont les objectifs, c'était d'améliorer les connaissances sur les émissions primaires et secondaires. Donc là, ça se corse, parce que les émissions secondaires, vous vous en souvenez tout à l'heure, c'est ce qui résulte de ce qui se passe dans l'atmosphère. Des poêles à granulés, et donc en particulier sur les émissions primaires, évaluer la part d'un polluant assez particulier, dont je ne vais pas trop parler, mais dont vous allez entendre parler de plus en plus, qui s'appelle le carbone suie, ou black carbone, et d'évaluer la quantité et la nature des aérosols secondaires liés à la transformation dans l'air des espèces organiques émises par le chauffage domestique à granulés, et de comparer avec d'autres types de combustibles, donc la bûche en l'occurrence, et le fioul. Alors,
La méthodologie, donc là encore, on était en laboratoire, hein, c'est des campagnes d'essai sur 9 appareils. Donc 9 appareils, il y avait, si je me souviens bien, 3 poêles à granulés, 3 chaudières à granulés, un poêle à bûche, une chaudière à bûche et une chaudière à fioul. Et donc, ces émissions primaires, on les a fait vieillir artificiellement, bien sûr, en présence de radicaux qu'on appelle des radicaux OH, qui correspondent à des conditions de vieillissement le jour. Et on a regardé le potentiel de formation de particules secondaires. Voilà, donc là, ça devient un peu compliqué. Je vous ai juste mis la représentation des dispositifs de mesure pour que vous ayez un petit peu une idée de la complexité, même si ça ne va peut-être pas trop vous parler. Mais vous voyez bien que c'est très complexe. Tout ça, ce sont des appareils de mesures physico-chimiques assez complexes. Donc, ça demande vraiment des gros dispositifs de mesure. Les résultats principaux. Au niveau des émissions primaires, donc on a vu pour les chaudières à granulés des émissions de black carbone qui sont très faibles, sauf à charge réduite, et une grande hétérogénéité des émissions de black carbone par les poêles à granulés. On a remarqué aussi qu'il y a formation d'aérosols secondaires, quel que soit le système de chauffage et quelles que soient les conditions d'utilisation, mais que pour les appareils à granulés, ce potentiel de formation de particules secondaires, il est beaucoup plus faible que ceux des appareils à bûche. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu, c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous montrer justement que c'est compliqué. Objectif. On est encore là. Dernier projet dont je voulais vous parler, donc là, on sort un petit peu des appareils directement de chauffage et on va regarder un petit peu comment on pourrait différencier, donc déconvoluer, ça s'appelle, les sources, donc différencier en fait les particules PM2,5 toujours, qui sont issues de combustion de biomasse entre celles qui sont issues du chauffage domestique au bois et celles qui sont issues du brûlage à l'air libre des déchets verts. Voilà, donc ça nous a permis déjà des objectifs, donc c'était d'améliorer la caractérisation de ces émissions, les deux, et de mieux connaître la contribution respective, donc c'est vraiment un objectif, de mieux connaître la contribution respective des sources chauffage résidentiel et brûlage à l'air libre, leur contribution donc à la qualité de l'air ambiant, en recherchant des marqueurs, en édifiant des marqueurs ou des profils chimiques spécifiques à chacune de ces sources. Donc là, c'est vraiment de la recherche, c'est compliqué. Alors là, je vous ai mis le dispositif, hein, donc des plateformes de l'INERIS, une chambre d'essai, donc je crois qu'elle faisait 1000 m², si je me souviens bien, 1000 m3, pardon, 1000 m3, cette chambre de combustion, et donc là, vous avez une cheminée ouverte, vous avez des déchets verts, voilà, donc les campagnes d'essai, elles ont été faites avec un poêle à bûche, une cheminée ouverte et du brûlage de déchets verts de jardin, donc des feuilles, des tailles de haies. Et aussi, pour voir ce que ça donnait, ils ont brûlé des bûches à l'air libre aussi, comme les déchets verts, pour voir ce que ça donnait. Après, donc, des analyses chimiques ciblées et non ciblées. Alors, ciblées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on recherche des composés qu'on connaît. Et non ciblées, ça veut dire qu'on regarde, grâce à des méthodes qui sont encore plus compliquées, du coup, on essaye d'identifier des espèces chimiques dont on ne sait pas forcément qu'elles vont être là. Voilà. Et ensuite de comparer donc, ces empreintes chimiques par des combinaisons d'analyses statistiques. Alors, m'en demandez pas plus parce que je ne saurais pas vous répondre. Et d'identifier en fait les formules moléculaires. Les principaux résultats, c'est que les approches non ciblées, donc de spectrométrie de masse à haute résolution, c'est comme ça que ça s'appelle, combinées à des analyses statistiques multivariées, sont une approche prometteuse pour découvrir des marqueurs moléculaires des sources de particules fines, et que la perspective serait de pouvoir donc évaluer à terme, on a une piste pour pouvoir évaluer à terme les contributions respectives des contributions de, pardon, j'ai fait une répétition, contributions respectives des sources étudiées sur les niveaux de PM mesurés dans l'air ambiant. Voilà, donc là, ça va nécessiter des travaux complémentaires, donc ça nécessite un autre
un autre projet de recherche pour essayer d'aller plus loin, pour pouvoir travailler plus en routine, en fait. Voilà, je crois que j'ai fini de vous présenter les projets. Alors je vous ai fait un petit résumé là, parce que c'est quand même assez compliqué. Quel apport de ces projets à l'action? Donc sur les différents leviers, donc là, c'est encore une fois, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste sur les projets dont je vous ai parlé, c'est pour dire. Donc, par exemple, sur le levier 1, donc au niveau de l'installation, l'appareil et le conduit, on a PerfPack, donc qui nous a parlé du dimensionnement de l'appareil, du dimensionnement du conduit. On a Boisclean qui nous a parlé de la nature de la solution de fumisterie, du dimensionnement du conduit, de l'élaboration de prototypes. Il y a ConceptTech, donc ça c'est je ne voulais pas présenter celui-là, c'était donc la mise au point d'appareils performants avec en fait la conception d'un appareil modulaire qui va permettre de pouvoir tester différentes configurations avec un seul appareil. Ce projet, il est pas fini, donc voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter. Sur le levier 2, donc le combustible, on a vu dans Sicombe, qui était l'étude d'un combustible, les bûches densifiées. Il y a eu aussi un autre projet qui s'appelait Gramix, qui a été présenté en 26, qui était le développement d'un granulé de bois majoritairement feuillu, parce que les granulés, à l'heure actuelle, sont essentiellement fabriqués à partir de résineux. Et donc, il y a beaucoup de bois feuillus en France, donc ce serait intéressant de pouvoir développer des granulés à partir de bois feuillus. Sur le levier 3, donc on a vu sur PerfPack, par exemple, qu'il c'était important d'optimiser l'utilisation des poêles à granulés. Dans Densicombe, on a élaboré des recommandations pour l'utilisation de bûches densifiées. Donc ça, c'est vraiment sur les bonnes pratiques pour les utilisateurs. Et sur l'entretien, dans PerfPack, on a vu, par exemple, que dans les recommandations, on recommande donc un entretien d'installation 1 à 2 fois par an avec un entretien complet de l'appareil à granulés et de ramonage du conduit. Donc ça fait aussi partie des conclusions du projet. Sur les connaissances des émissions en conditions réelles, donc, ce qu'on peut noter, c'est que tous les projets de R&D aidés par l'ADEME maintenant utilisent en fait des protocoles qui permettent de simuler des conditions réelles pour tester les appareils dans des conditions qui s'approchent de la réalité, qui sont différentes de celles qui sont utilisées lors des tests normatifs, qui sont réalisés en conditions optimales. Le projet EPOCHAC, donc, qui vous a montré l'étude du vieillissement des émissions pour s'approcher de ce qui se passe dans l'air, appréhender des facteurs qui peuvent influer sur la contribution du chauffage au bois aux concentrations en particules, donc sur le primaire et sur le secondaire. Dans Sicombe, donc là aussi, ça a été fait dans des conditions réelles, avec notamment, en tout cas réalistes, étude de la combustion de bûches densifiées de nuit. Et PerfPack, donc mesure in situ chez des particuliers, donc là encore, les émissions réelles. Et donc en termes d'appui aux politiques publiques, ils sont tous concernés, mais Sodemas peut-être un peu plus, puisque à terme, pouvoir évaluer les contributions des sources de combustion de biomasse aux concentrations de PM dans l'air ambiant, ça veut dire si, par exemple, les ASCA peuvent s'emparer de ce type de moyens pour distinguer, de savoir vraiment dans les concentrations dans l'air, est-ce qu'il y a du brûlage de déchets verts ou pas, sachant que c'est une pratique qui est interdite, mais qui est quand même encore très pratiquée. Voilà, donc en termes là, on revient sur du plus concret, des élaborations de documents techniques, tout ça, ça sert ça. Par exemple, le projet PerfPack, il y a eu un rapport de recommandation avec des recommandations à destination des constructeurs, des installateurs et des particuliers, vraiment un rapport de recommandation sur les poêles à granulés. Et puis, on a élaboré aussi un document grand public, mais grand public quand même un peu technique, sur l'installation et l'utilisation d'un poêle à granulés, avec par exemple un schéma comme ça sur comment fonctionne un poêle à granulés. Et ce document, il fait quand même un certain nombre de pages. Voilà. Et pour finir, ces documents que vous connaissez, je pense, mais je les ai quand même remis, sur la sensibilisation et la communication du grand public, donc avec tous ces documents. Tout ça, si on a pu élaborer tous ces documents, c'est grâce aux résultats des projets de recherche et développement que je vous ai présentés et les autres qu'on a eu avant, bien sûr. Et également, donc, je vous ai remis cette page, bienchaufferaubois.adem.fr, où vous pouvez retrouver, vers laquelle renvoyer la campagne de communication qui a eu lieu en fin d'année dernière,
il va y avoir une autre campagne de communication grand public à l'automne prochain. Et voilà, vous pouvez aussi trouver l'équipe de communication personnalisable pour vos collectivités. Voilà, j'ai fini. J'espère que je ne vous ai pas assommé, parce que c'est un peu pas forcément super digeste. Mais Merci beaucoup. voilà, si vous avez des questions auxquelles je puisse répondre, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. C'est un exercice technique, en fait, hein, de vulgariser comme ça des résultats de recherche scientifiques ou techniques. Juste une précision, Isabelle, les documents que vous avez mentionnés, ils sont aussi consultables sur la librairie de l'ADEME? Tous les documents sont consultables sur la librairie de l'ADEME. Vous voulez dire les documents grand public ou... Les documents grand public et sur l'avant-dernière slide, là, les documents techniques que vous avez montrés. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je pourrais vous mettre les liens. Comme je vous le disais, je voulais les mettre là, mais avant de vous envoyer le PowerPoint final, je vous mettrai les liens. Oui, en c'est juste que différé, là, la librairie était en maintenance ces derniers jours. Du coup, Nous, de toute façon, on va prendre quelques jours pour vous diffuser, pour vous rediffuser ces différents supports. Je vais laisser la parole aux participants. Si vous avez des questions, allez-y. Moi, j'en ai, mais je vais peut-être attendre. Oui, c'est donc toujours Daniel. J'ai juste mis dans le chat le communiqué de presse du mars 2023 où il est fait mention justement des 2 documents techniques que Isabelle a présentés. Ils sont toujours en maintenance, mais on les aura bientôt. J'ai une remarque et une question. La première question, elle est concernant la première étude que tu as présentée sur la performance réelle des appareils à granulés. Quand on parle de puissance réduite, c'est la puissance réduite réelle ou c'est la puissance réduite qui a été commandée par l'usager? Ce que je veux dire, c'est que on peut être en puissance, avoir l'impression d'avoir configuré son appareil à granulés en pleine puissance, puisque les plages de puissance pour l'usager, ça va de 1 à 5. Quand on parle de puissance réduite, c'est même pour un appareil à 5 qui tournerait en puissance réduite, ou c'est des gens qui auraient programmé leur appareil à 3? Les appareils, la programmation, entre guillemets, je pense, elle est plutôt faite par l'installateur, hein, d'après ce que j'ai compris. Après, l'utilisateur, soit il va avoir un thermostat, soit il va effectivement le mettre, par exemple, sur P3. C'est ça. P3, c'est une allure intermédiaire. C'est ça. Mais la question, c'est parce qu'en fait, on se rend compte là dans les cas d'usagers en situation, c'est que un appareil, même s'il émet en pleine puissance, si soit il est surdimensionné, soit il sait pas qu'il est surdimensionné, mais que le besoin de chaleur est pas énorme, on va se rendre compte que l'appareil tourne en puissance réduite. Oui. Et globalement, moi, j'avais eu écho dans le cadre entre autres de l'étude CARV que globalement, les appareils tournaient à 80% ou 90% du temps en puissance réduite plutôt qu'en puissance nominale. La question que je me pose, c'est comment on peut conseiller des particuliers demain. Alors, j'ai pas la fiche, je l'ai pas en tête, mais parce qu'on est quand même confronté à ça, c'est-à-dire que mais en fait, là, si tu veux, tu peux pas trop conseiller des particuliers. Là, c'est vraiment un travail qu'on fait avec les installateurs, voire les fabricants. Voilà, en fait, ces projets, ça débouche, si tu veux, sur un certain nombre de préconisations pour les particuliers, donc le document dont je vous ai parlé, que vous connaissez pour la plupart, je pense. Mais vraiment, là, sur un certain nombre de leviers, et les leviers 1 et 2, typiquement, c'est vraiment des leviers pas du tout utilisateurs. C'est pour ça que j'ai fait une différenciation de couleurs, hein, orange et bleu, sur les leviers. Les oranges, en fait, grand public, il ne peut pas y faire grand-chose. Hein. Là, on est vraiment sur la conception des appareils, sur l'optimisation. Donc, vraiment, il y a eu des discussions, justement, lors de ce séminaire qu'on a fait sur comment on pourrait faire pour optimiser justement les allures intermédiaires, en tout cas. Parce qu'on sait que les appareils, le dimensionnement des appareils, c'est complexe. Et souvent, les gens, que ce soit les installateurs, mais aussi les particuliers, là, pour le coup,
le seul message en fait qu'on peut donner aux particuliers, c'est ne prenez pas un appareil surdimensionné. Ouais, ça c'est sûr. Mais quel que soit le combustible. Quel que soit le combustible, Ouais. évidemment, bien sûr. Et ça c'est vraiment important parce que les gens, ils ont tendance, ah bah oui, mais celui-là, il a une couleur qui me plaît plus, ou alors j'ai peur d'avoir froid, ou alors j'en sais rien. Enfin, non, mais c'est des raisons comme ça, c'est vrai. Oui, oui, oui. Donc, bon, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir froid, surtout dans une période comme maintenant où on est quand même plutôt vers un réchauffement climatique qu'autre chose, à avoir froid quelques jours par an, mettre un pull supplémentaire plutôt que d'avoir un appareil qui va être à pleine allure quelques jours par an et tout le reste du temps à allure réduite. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, en fait, pour les particuliers, le message, c'est référez-vous à votre installateur aussi, peut-être. Oui, alors ça, pour les installateurs aussi, évidemment, mais je pense à la question de Daniel, c'était plus par rapport à l'usager, parce que comme tu l'as catégorisé dans les bonnes pratiques, c'est vrai que moi, ça fait écho à ce qu'on verra une autre fois sur les questions des ateliers bonnes pratiques, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir. Moi, aujourd'hui, je leur conseille, par exemple, sur les plages d'utilisation, pour que l'utilisation soit de plus courte durée et à puissance nominale, plutôt que sur de la longue durée. Tout à fait. À des puissances réduites. Donc ça, c'est déjà des choses que j'évoque. Qui sont pas forcément compréhensibles toujours, mais voilà, c'était cette question-là, mais merci de la réponse. La deuxième question, et après je laisse la place aux autres, en fait, c'est plutôt une information sur la partie de l'étude sur les bois condensés. Et comme tu l'as catégorisé en bonne pratique, je trouve que c'est important que les participants l'aient en tête, c'est que il y a un risque qu'on a sur ces appareils qui ne sont pas liés aux émissions polluantes. Donc c'est pour ça que tu ne l'as pas évoqué. C'est la question de la déformation des foyers de combustion avec ce type de combustible, parce que comme on est sur des combustibles qui sont plus secs que de la bûche, on a des températures de combustion qui sont plus élevées, enfin en tout cas un risque de température plus élevé, ce qui fait que sur des foyers comment dire, de mauvaise qualité, on a de la déformation de chambre de combustion, et donc voilà, c'est un vrai problème. Parce que c'est vrai que nous, l'étude qu'on a faite, c'était sur un appareil récent, donc il n'y avait peut-être pas eu. Puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas regardé ça en même temps, donc. Oui, non, mais voilà, mais c'est qu'on ait ça en tête. C'est-à-dire qu'en effet, c'est peut-être pas si pire d'un point de vue émission de particules, mais ça veut dire quand même que quand on prend une notice d'utilisation d'un appareil et qu'on parle d'un kilo de bois, il faut bien avoir conscience que ce bois-là, il va brûler beaucoup plus vite, et donc il va falloir l'utiliser de manière différente. Voilà, c'était juste voilà, oui. Et c'est une question, en fait, hein, pour revenir aux conditions de combustion, c'est l'accessibilité de l'air, en fait. Qui va exploser, enfin, se déliter un peu, l'air accède facilement, donc c'est vrai que ça a chauffé pas mal. Voilà, mais le message voilà, sur ces combustibles-là, c'est vraiment de ne pas les utiliser de nuit, quoi. Ça, enfin, en tout cas, pas les utiliser en fermant les allures et en fermant les arrivées d'air. Et juste pour compléter, on a une étude similaire qui a commencé sur les granulés, avec aussi le même type de regarder la composition des granulés, des émissions, etc. Ça a commencé il y a quelques mois, donc elle n'est pas encore finie. Et c'est quand même une tendance de les utiliser de nuit, ces combustibles-là, parce que justement, c'est pour que ça dure plus longtemps, ou non, une tendance, je ne sais pas. En fait, elles sont vendues comme ça. En fait, elles sont vendues comme ça. Elles sont souvent vendues plus cher que les autres bûches, alors que, en fait, c'est le même type de bûche. En fait, les émissions sont similaires quand elles sont bien utilisées, enfin, bien entre guillemets utilisées. Mais quand vous mettez, de toute façon, quel que soit le combustible, hein, si vous fermez toutes les arrivées d'air, vous polluez, hein, ça c'est clair. Et en fait, je ne suis pas sûre que ce soit très bénéfique, parce que de toute façon, au matin, le foyer, enfin, vous allez être obligé quand même de rallumer votre feu. Enfin, si vous faites repartir un feu là-dessus, vous allez aussi émettre peu de polluants. Donc, de toute façon, ce n'est pas des bonnes pratiques, ça. Je pense qu'il va falloir qu'on modifie, enfin qu'on l'ajoute en tout cas dans nos guides, même si je pense qu'on avait déjà un warning sur les. Nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui utilisent ces bûches, en effet, il y a la question des bûches de nuit, enfin de les faire traîner de nuit, mais ça, on a le même problème avec les bûches de lignite, hein, donc qui sont pas bonnes non plus. Mais également pour des questions de salissure, de poussière. Ça s'entrepose plus facilement. On est quand même sur un standing de bûches qui font toujours la même taille, qui se rangent bien,
Et on voit bien qu'on n'est pas sur le même type d'usager. Ouais. Après, Voilà, ça, c'est autre chose. nous, c'est pour ça qu'on avait vraiment Mais c'est bien de le insisté, dire. parce qu'on ne savait pas du tout si Ouais. c'était bien ou pas bien. Donc, Non, mais pas c'est super pire, ça. c'est pas pire, mais par contre, il faut bien prendre des bûches à base de bois. Éviter les bûches, parce que tu as des bûches qui sont à 100% écorce, par exemple. Donc, ça, c'est à éviter. Oui. Et puis, celles dans lesquelles il y a des produits agricoles, voire agroalimentaires, hein, il y en a. Je ne vais pas les citer parce que sinon, vous saurez tout de suite de quel fabricant il s'agit, mais en tout cas, c'est à éviter. Donc, c'est vraiment la préconisation, c'est OK pour les bûches densifiées, mais à base de bois exclusivement. Et pas la nuit ou pas à tirage réduit. Ouais, mais ça, c'est valable pour tous les combustibles. En général. Mais comme c'est les préconisations du fabricant, c'est vrai que voilà. Et oui. C'est là qu'il y a un travail à faire aussi avec les fabricants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ces études-là, par exemple, celle-là, elle a été restituée devant les fabricants. Hein. Donc, bien sûr, dans les rapports ADEME, vous n'aurez jamais les marques, etc. Parce que nous, ce n'est pas notre rôle, on n'est pas 60 millions de consommateurs. Donc, là, on n'est pas là pour faire ni de la pub, ni quoi que ce soit. Mais par contre, on a travaillé évidemment en partenariat avec les fabricants qui ont été réceptifs aux résultats, etc. Ils ont eu plein de résultats sur leur combustible. Donc, je pense que c'est des études que eux, de toute façon, ils n'ont pas les moyens de faire, donc ça les a intéressés. Et donc, on leur a aussi fait des préconisations. Bon, après, est-ce qu'ils les suivront? Je ne sais pas, mais voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Isabelle? Oui, moi j'avais une question sur, alors, notamment au niveau des normes, alors l'éco-design au niveau européen et puis le label Flamme Verte préconisé par l'ADEME au niveau français. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre Flamme Verte et éco-design? Et est-ce que, donc elles évoluent quand même dans le temps, chaque année, les restrictions augmentent, les performances demandées sont plus exigeantes, mais est-ce que, à court terme, on va vers une sorte de fusion? Enfin, est-ce que le gain du label Flamme Verte est beaucoup, enfin, la demande est beaucoup plus conséquente pour les fabricants par rapport à l'obligation éco-design ou pas Alors, tellement? je vais vous répondre. J'espère que je ne vais pas dire bêtises parce que je ne suis pas la spécialiste. Ma collègue Manon Vittel à l'ADEME, qui est spécialiste sur la filière, elle ne peut pas être là aujourd'hui, mais bon, je pense que j'ai des éléments. Après, si vous voulez plus d'éléments, vous pourrez prendre contact avec elle. Alors, d'abord, le LAVEM, l'éco-design, donc c'est une directive européenne, effectivement, qui impose un certain niveau de qualité, qui est relativement exigeant quand même maintenant, donc depuis de janvier 2022, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Le label Flamme Verte n'est pas une norme. Hein. Attention, le label Flamme Verte, c'est un label indépendant, privé, qui a été en fait au départ cofondé, ou je ne sais pas comment on peut dire, par l'ADEME et le syndicat des énergies renouvelables. L'objectif au départ, c'était vraiment parce qu'il y avait c'était de faire travailler la filière pour améliorer la qualité des appareils, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il y a en plus dans Flamme Verte par rapport à Ecodesign, donc il y a des critères qui sont un petit peu plus sévères, mais il y a surtout un contrôle des appareils. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui sont faits par des laboratoires indépendants dans le cadre de Flamme Verte. Ecodesign, il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire que ce sont, d'après ce que je sais, ils sont contrôlés par des laboratoires au niveau de la mise sur le marché, mais après, il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire que dans Flamme Verte, tous les ans, il y a des appareils qui sont prélevés et on vérifie s'ils correspondent bien à ce qui a été demandé par le fabricant. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi une volonté, comme je le disais tout à l'heure, d'être toujours un peu en avance sur la réglementation. Hein. Si la plupart des appareils qui sont mis sur le marché en France maintenant ont pu respecter Ecodesign, c'est aussi parce qu'il y avait eu tout ce travail qui avait été fait au niveau de Flamme Verte en amont. Donc là, on va essayer aussi, on continue à travailler avec le CER pour que le label Flamme Verte soit un petit peu en avance sur la réglementation. Donc là, au niveau des composés organiques volatiles notamment, au niveau des allures réduites, il va y avoir des travaux. Voilà. Et après, l'idée, c'est plutôt que Flamme Verte, on puisse impulser des choses au niveau européen. Voilà, c'est plutôt comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, merci. Voilà. Et si vous voulez plus de détails, il ne faut pas hésiter à contacter Manon.
Oui, juste peut-être pour compléter sur bonjour. deux points. Bonjour, désolée. Donc, je suis Pierre Daponté à la DGEC. Je me suis connectée très tardivement parce que j'avais une autre réunion en parallèle ce matin. Mais oui, sur la notion de contrôle, c'est vrai que c'est différent parce que éco-design, éco-conception, c'est une réglementation sur la mise sur le marché. Donc, il y a des contrôles qui sont des contrôles type répression des fraudes, mais qui ne sont pas du tout aussi systématiques, enfin, voilà, qui peuvent avoir lieu, mais qui ne sont pas du tout aussi systématiques que ce qu'il peut y avoir dans le label Flamme Verte. Et après, c'est vrai qu'on travaille aussi, notamment dans le cadre du plan national chauffage au bois, sur une évolution de Flamme Verte, où c'est forcément plus facile de faire évoluer au niveau français quelque chose pour ensuite impulser une évolution future du cadre éco-conception au niveau européen. Et donc, les deux se complètent bien et voilà, c'est ces deux dispositifs qui se complètent et qui peuvent ensemble nous aider à améliorer, in fine, les normes européennes pour la mise sur le marché de l'ensemble des appareils. Mais voilà, du coup, c'est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Isabelle. Donc, l'idéal pour le fabricant, c'est d'avoir les deux labels. Alors, Éco-design est obligatoire, de toute façon. Éco-design, c'est obligé. C'est-à-dire que maintenant, en termes de mise sur le marché français, enfin européen en l'occurrence, tous les appareils sont éco-design. Il n'y a pas le choix. Par contre, ils ne sont pas tous Flamme Verte. Ouais. Flamme Verte, c'est un label, déjà, c'est en plus. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Tous les appareils, maintenant, sur le marché, respectent éco-design. Et dans les dynamiques de front Airbois, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des appareils enfin des labels qui vont plus loin que la norme européenne, parce qu'il y a de l'argent public qui est mis en jeu et que c'est intéressant de Voilà, pousser un peu sur des meilleures performances. Voilà, donc vous avez le label Flamme Verte, mais comme on ne peut pas l'imposer dans le cadre d'aide publique, puisque c'est un label privé, donc on a une équivalence aussi, un fichier d'équivalence qui est établi par l'ADEME, qui est sur notre site. Et là, tous les mois, en fait, c'est pareil, il y a des contrôles. Enfin, c'est comme, c'est comme du Flamme Verte, mais sauf que c'est pas Flamme Verte. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on met toujours dans les appels projet Front Airbois Flamme Verte ou équivalent. L'équivalent, c'est ce registre d'appareils tenu par l'ADEME, pour compléter ce qu'a dit Dany.